La patiente semblait aller bien. Les signes vitaux étaient normaux. 3 médecins avaient déjà approuvé sa sortie. Mais l'infirmière de garde de nuit ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas. Ce qu'elle découvrirait dans les 20 minutes suivantes sauverait une vie et changerait tout. Bienvenue aux histoires humaines. Avant de commencer cette histoire puissante d'intuition médicale et de courage silencieux, dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Et si vous croyez que les héros du quotidien méritent d'être reconnus, abonnez-vous pour nous aider à honorer ceux qui sauvent des vies dans l'ombre. L'hôpital Saint-Michel se dressait comme une sentinelle silencieuse dans la nuit parisienne. Ses fenêtres éclairées parsemaient la façade de béton, chacune représentant une vie suspendue entre l'espoir et l'inquiétude. Au 4e étage, dans l'unité de médecine interne, l'activité nocturne suivait son rythme habituel, discret, méthodique, vigilant. Sarah Martinez ajustait son badge d'identification en commençant sa ronde de 2h30. À 42 ans, elle avait consacré 15 années de sa vie à ses couloirs, à ses patients, à ses nuits où le temps semblait suspendu. Ses cheveux bruns étaient toujours parfaitement tirés en chignon, ses chaussures blanches silencieuses sur le linoléum usé. Elle connaissait chaque grincement de l'étage, chaque alarme, chaque son qui pouvait signifier la différence entre la vie et la mort. Cette nuit-là, l'unité comptait 22 patients. Dame Cavarier, un homme âgé récupérant d'une pneumonie, une femme surveillée après une réaction allergique, un adolescent en observation après une chute de vélo. Et puis il y avait la chambre 314. Emma Rousseau, 28 ans, admise la veille avec des symptômes que 3 médecins différents avaient qualifiés de mineurs. Sarah s'arrêta devant le poste des infirmières centrales. L'écran panoramique affichait les constantes vitales de tous les patients en temps réel. Chambre 314, tension artérielle 118/73, pouls 76, saturation en oxygène 98%, température 367 degrés Celsius. Tout était dans les normes vertes, parfaitement normal. Mais Sarah avait appris, au fil des années, que normal sur un écran ne signifiait pas toujours normal dans la réalité. Salut Sarah, murmura Jessica, l'infirmière auxiliaire qui terminait ses notes. Nuit calme jusqu'à présent. La 314 sort demain matin. Le docteur. Le maire a dit que c'était probablement juste du stress. Sarah hocha la tête, mais quelque chose dans sa mémoire la tracassait. Plus tôt dans la soirée, vers 22h, elle avait remarqué quelque chose de subtil chez Madame Rousseau. La façon dont elle respirait. Pas évident, pas alarmant, mais différent. Les médecins sont passés la voir? Oui, docteur. Le maire vers 18h, docteur. Bernard vers 21h pour la ronde du soir, et docteur. Moreau est passé vers minuit. Tout d'accord, elle. Va bien. Sarah prit le dossier médical d'Emma Rousseau et le parcourut attentivement. Emma était mère de 2 enfants, Léa 5 ans et Thomas 3 ans. Mariée à Marc, comptable. Aucun antécédent médical significatif. Admise à 14h la veille pour douleur abdominale modérée, nausées occasionnelles et fatigue. Les analyses sanguines montraient une numération normale, pas de signe d'infection, fonction rénale et hépatique parfaite. L'échographie abdominale était normale. La radiographie pulmonaire de routine était claire. Un cas simple, en apparence. Mais Sarah se souvenait de cette respiration, cette subtile irrégularité qu'elle avait notée sans vraiment s'y attarder. Quelque chose l'avait fait hésiter une fraction de seconde quand elle était passée devant la chambre 314 plus tôt. Elle décida de commencer sa ronde par cette chambre. La porte de la chambre 314 était entr'ouverte. Sarah frappa doucement et entra. La pièce était faiblement éclairée par la veilleuse au-dessus du lit. Emma Rousseau dormait, ou du moins semblait dormir. Son mari Marc était parti après les heures de visite, vers 20h. Sur la table de nuit, Sarah aperçut une photo des 2 enfants et quelques dessins colorés avec maman écrits en lettres maladroites. Sarah s'approcha silencieusement du lit et observa Emma respirer. Inspire, expire, inspire, expire. Le rythme était régulier, environ 16 respirations par minute, parfaitement normal. Mais là, elle le vit toutes les 8 ou 9 respirations. Emma prenait une inspiration légèrement plus profonde, presque imperceptible, comme si son corps compensait automatiquement quelque chose. Madame Rousseau, chuchota Sarah. Emma ouvrit les yeux lentement. Elle sourit faiblement. Oh, bonsoir. Vous m'avez fait peur. Désolée. Comment vous sentez-vous? Beaucoup mieux. Merci. Les douleurs ont presque disparu. Sarah sourit. Ils doivent vous manquer. Énormément. C'est la première fois que je passe une nuit loin d'eux. Emma se redressa légèrement dans le lit. Le docteur a dit que je pourrais partir après la visite du matin. C'est merveilleux. Avez-vous des douleurs en ce moment? Non, vraiment. Peut-être juste un peu de fatigue. Sarah vérifia machinalement les moniteurs fixés au mur. Tension artérielle 120/75.
Pouls 78. Saturation en oxygène 98%. Température 368 degrés Celsius. Les courbes sur l'écran traçaient des lignes rassurantes et régulières. Mais cette respiration. Madame Rousseau, est-ce que je peux vous demander de respirer profondément pour moi? Emma parut surprise, mais s'exécuta. Sarah écouta attentivement. Là, très subtilement, elle entendit ce qu'elle cherchait, un léger sifflement, presque imperceptible, lors de l'inspiration profonde. Ce n'était pas noté dans le dossier. Les médecins ne l'avaient pas mentionné. Avez-vous des douleurs? Quand vous respirez profondément? Emma hésita. Maintenant que vous le dites, peut-être un tout petit peu, ici. Elle posa sa main droite sur le côté de sa poitrine. Mais c'est vraiment minimal. Je n'en ai même pas parlé au docteur. Cette phrase fit tiquer Sarah. En 15 ans de carrière, elle avait appris que les patients minimisaient souvent leurs symptômes, surtout les femmes et particulièrement les mères qui voulaient rentrer rapidement auprès de leurs enfants. Depuis quand ressentez-vous cette petite douleur? Je ne sais pas. Depuis ce matin peut-être. Mais c'est si léger que je pensais que c'était lié au stress. Vous savez, laisser les enfants avec ma belle-mère. Sarah prit son stéthoscope et demanda la permission d'écouter les poumons d'Emma. Elle commença par le côté gauche. Respiration claire, bien audible. Puis le côté droit. En haut, tout semblait normal. Mais quand elle descendit vers la base du poumon droit, il y avait quelque chose. Une diminution subtile du bruit respiratoire. Très légère, mais présente. Je reviens dans une minute, dit Sarah, essayant de garder un ton rassurant. Elle sortit dans le couloir, ferma doucement la porte et se dirigea vers le poste des infirmières. Son cœur battait un peu plus vite. 15 ans d'expérience lui disaient que quelque chose n'allait pas, même si tous les appareils indiquaient le contraire. Elle consulta le dossier médical électronique sur son chariot mobile. La radiographie pulmonaire avait été prise à l'admission 18 heures plus tôt et était normale. Mais beaucoup de choses pouvaient changer en 18 heures. Sarah avait vu des patients développer des complications en quelques heures seulement. Elle retourna dans la chambre et examina Emma plus attentivement. Aucun signe évident de détresse. Respiratoire. Pas de coloration bleuâtre des lèvres ou des ongles. Pas de sueur. Pas d'agitation. Mais ce petit changement dans la respiration persistait et cette diminution du murmure vésiculaire à la base du poumon droit était bien réelle. Sarah était face à un dilemme. Emma était censée sortir dans quelques heures. 3 médecins expérimentés avaient conclu qu'elle allait bien. Tous les paramètres vitaux étaient normaux. Réveiller un médecin au milieu de la nuit pour un doute basé sur une intuition pouvait sembler excessif. Mais cette intuition était le fruit de 15 années passées au chevet des patients. À 2h45, Sarah prit une décision qui allait à l'encontre de 3 avis médicaux. Elle appela le docteur Benoît, médecin de garde de nuit. Docteur Benoît, c'est Sarah de l'unité 3. Je suis préoccupée par la patiente de la chambre 314. Emma Rousseau. La voix du docteur. Benoît trahissait la fatigue. Elle sort demain matin. Le maire a dit qu'elle allait bien. Je sais, docteur. Mais j'entends un changement dans sa respiration. Une diminution du murmure vésiculaire à la base droite. Il y eut un silence au bout du fil. Le docteur Benoît connaissait Sarah depuis 8 ans. Elle n'était pas du genre à paniquer ou à faire des appels inutiles. Sarah, elle a été examinée par 3 médecins aujourd'hui. Le docteur, le maire, le docteur Bernard et j'ai moi-même fait la ronde de minuit. Tous ces paramètres sont normaux. Docteur, je sais ce que j'entends. Et elle me dit avoir une petite douleur thoracique droite qu'elle n'avait pas mentionnée avant. Le docteur Benoît soupira. Il était 2h47 du matin. Il avait déjà eu une nuit chargée avec un patient en cardiologie, qui avait fait un malaise et une urgence en chirurgie. Mais Sarah, qu'est-ce que votre instinct vous dit, Sarah? Mon instinct me dit que quelque chose a changé depuis son admission. Quelque chose que les machines ne détectent pas encore. D'accord, je monte. 10 minutes plus tard, le docteur Benoît entrait dans la chambre 314. C'était un homme de 45 ans, cheveux grisonnants, qui avait choisi la médecine d'urgence précisément parce qu'il aimait résoudre des énigmes médicales. Il connaissait la valeur de l'expérience clinique et respectait l'intuition des infirmières expérimentées. Bonsoir Madame Rousseau. Je suis désolée de vous réveiller. L'infirmière Sarah s'inquiète un peu de votre respiration. Emma sembla surprise. Mais le docteur de tout à l'heure m'a dit que tout allait bien. C'est vrai, mais nous voulons être certains. Puis-je vous examiner? Le docteur Benoît commença par vérifier les constantes vitales affichées sur les moniteurs. Effectivement, tout était parfaitement normal. Il palpa l'abdomen d'Emma, pas de douleur, pas de tension. Puis il prit son stéthoscope. Au début, il ne trouvait rien d'anormal. Le cœur battait régulièrement, les poumons semblaient clairs. Mais quand Sarah lui montra exactement où écouter et comment positionner le stéthoscope, il l'entendit aussi. Vous avez raison, murmura-t-il à Sarah. Il y a une diminution à la base droite. Il examina Emma plus attentivement. Madame Rousseau,
Vous dites avoir une petite douleur quand vous respirez profondément? Oui, juste là. Emma posa sa main sur le côté droit de sa poitrine. Mais c'est vraiment léger. Le docteur. Benoît fronça les sourcils. Une diminution du murmure vésiculaire, même subtile, associée à une douleur thoracique, même légère, chez une jeune femme apparemment en bonne santé. Plusieurs possibilités lui traversèrent l'esprit. Pneumothorax spontané, embolie pulmonaire, pneumonie débutante. Je vais demander quelques examens supplémentaires, dit-il à Emma. Probablement rien de grave, mais nous voulons être sûrs avant votre sortie. Il ordonna immédiatement une nouvelle radiographie pulmonaire, des gaz du sang artériel et un des dimères. Emma parut inquiète. Est-ce ce que ça veut dire que je ne pourrai pas rentrer demain? Nous verrons selon les résultats, répondit le docteur. Benoît avec douceur. Mais votre santé est notre priorité. En attendant les résultats, Sarah resta auprès d'Emma. Elle expliqua les procédures, rassura la jeune mère et surveilla attentivement sa respiration. Le petit sifflement était toujours là, et Sarah remarqua qu'Emma prenait maintenant des inspirations compensatoires plus fréquemment. Vous avez des enfants? Demanda Emma pour se distraire. Deux, répondit Sarah. Un garçon de 17 ans et une fille de 14 ans. Alors vous comprenez pourquoi j'ai hâte de rentrer. Bien sûr. Mais vous savez, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos enfants, c'est de prendre soin de nous. Vers 3h15, l'interne de radiologie arriva avec l'équipement portable pour la radiographie. Emma fut repositionnée pour l'examen et les clichés furent pris. Pendant ce temps, l'infirmière de laboratoire vint prélever du sang artériel pour les gaz du sang. C'était un prélèvement plus douloureux que le prélèvement veineux habituel, et Emma grimaça légèrement. Courage, l'encouragea Sarah. C'est bientôt fini. À 3h30, les résultats commencèrent à arriver. Le dédimère était légèrement élevé, mais pas de façon dramatique. Les gaz du sang montraient une PaO2 pression partielle d'oxygène de 85 mm de mercure dans les limites basses de la normale, mais techniquement normale. La saturation calculée était de 96%, légèrement inférieure aux 98% affichés par le saturomètre au doigt. Puis arriva la radiographie. Le docteur Benoît l'examina attentivement sur l'écran de la station de radiologie. Au premier coup d'œil, elle semblait normale. Mais en regardant plus attentivement, en comparant avec la radiographie de la veille, il vit ce qu'il cherchait. Une fine ligne de décollement pleural à la base du poumon droit. Un petit pneumothorax spontané de peut-être de 10 à 15 qui s'était développé depuis l'admission. Voilà, murmura-t-il. Il retourna immédiatement dans la chambre 314, où Sarah continuait de surveiller Emma. Madame Rousseau, nous avons trouvé ce qui cause votre petite douleur. Vous avez ce qu'on appelle un pneumothorax spontané, c'est-à-dire qu'il y a un petit espace d'air entre votre poumon et la paroi thoracique. Emma parut effrayée. C'est grave? Pour l'instant, c'est petit et stable. Mais ça peut s'aggraver si on ne le traite pas. C'est exactement le genre de choses qu'il fallait détecter. Le docteur Benoît regarda Sarah avec un mélange d'admiration et de gratitude. Comment avez-vous su? Tous les paramètres étaient normaux. Sarah haussa les épaules. 15 ans à écouter des patients respirer. Parfois, il faut faire confiance à ce qu'on entend plutôt qu'à ce qu'on lit sur un écran. Emma fut immédiatement transférée en unité de soins intensifs pour surveillance continue. Le pneumothorax était encore petit, mais nécessitait une surveillance étroite. Si la condition s'aggravait, une intervention chirurgicale mineure serait nécessaire pour évacuer l'air et permettre aux poumons de se réexpandre complètement. Et si j'étais rentrée chez moi ce matin? Demanda Emma pendant qu'on préparait son transfert. Il vaut mieux ne pas y penser, répondit le docteur Benoît. Mais un pneumothorax non traité peut s'aggraver rapidement, surtout avec l'activité physique normale de la vie quotidienne. Vers 4 heures du matin, Emma était installée en soins intensifs. Sarah avait accompagné le transfert et s'était assurée que tous les détails étaient transmis à l'équipe de soins intensifs. Merci, dit simplement Emma en serrant la main de Sarah. Merci d'avoir écouté. Sarah retourna à son unité pour terminer sa garde. Il lui restait encore 4 heures de travail et 19 autres patients à surveiller. Mais elle se sentait satisfaite. Son instinct ne l'avait pas trompée. À 6 heures, quand l'équipe du jour arriva, Sarah fit son rapport habituel. Quand elle mentionna le cas d'Emma Rousseau, ses collègues furent impressionnés. Comment as-tu su? Demanda Valérie, l'infirmière qui prenait la relais. Juste. L'expérience, je suppose. Et écoutez vraiment les patients. Vers 8 heures, alors que Sarah s'apprêtait à partir, le docteur Le maire, chef de service, la croisa dans le couloir. Sarah, j'ai entendu parler de cette nuit. Excellent travail sur Madame Rousseau. Merci, docteur. Vous nous avez tout rappelé quelque chose d'important que la technologie ne peut pas tout voir et que l'expérience clinique reste irremplaçable. Sarah sourit et se dirigea vers la sortie. Dans le parking de l'hôpital, elle s'assit un moment dans sa voiture avant de démarrer.
Elle pensait à Emma, à ses 2 enfants qui l'attendaient, à la photo sur la table de nuit. Son téléphone vibra. Un message de son propre fils. « Salut maman, bien travaillé cette nuit ?» Elle sourit et répondit « Oui, une bonne nuit ». Elle ne lui dit pas qu'elle avait probablement sauvé une vie. Ce n'était pas dans sa nature de se vanter. Pour Sarah, c'était simplement son travail. 3 jours plus tard, Emma Rousseau sortait de l'hôpital, complètement guérie. Le pneumothorax s'était résorbé spontanément sous surveillance, sans nécessité d'intervention chirurgicale. Avant de partir, elle demanda à voir Sarah. « L'infirmière qui m'a sauvé la vie, dit-elle simplement. Comment puis-je vous remercier ? En prenant soin de vous, répondit Sarah, et en faisant confiance à votre corps quand il vous dit que quelque chose ne va pas. Emma tendit à Sarah une enveloppe. À l'intérieur, il y avait une photo de ses 2 enfants avec un mot écrit de la main de la petite Léa. « Merci d'avoir sauvé notre maman. » Sarah sentit ses yeux s'humidifier légèrement. C'était pour ça qu'elle faisait ce métier. Les semaines qui suivirent, l'histoire se propagea discrètement dans l'hôpital. Pas comme un fait divers spectaculaire, mais comme un rappel de l'importance de l'observation clinique et de l'intuition médicale. Le docteur Benoît utilisa ce cas lors d'une formation des internes. Parfois, leur dit-il, les machines nous donnent des faux espoirs. Les paramètres peuvent être normaux même quand quelque chose ne va pas. C'est là que l'expérience humaine devient cruciale. Sarah, de son côté, continua sa routine habituelle. Nuit de garde, patient à surveiller, famille à rassurer. Elle ne cherchait jamais la reconnaissance, ne parla jamais de sa victoire aux journalistes qui auraient pu s'intéresser à l'histoire. Mais les autres infirmières de l'unité commencèrent à l'observer différemment. Elle remarquait sa façon d'écouter les patients, sa patience pour détecter les détails que d'autres pourraient manquer. « Comment fais-tu » lui demanda un jour Claire, une jeune infirmière fraîchement diplômée. « Tu écoutes » répondit simplement Sarah. « Tu écoutes avec tes oreilles, mais aussi avec ton expérience, ton instinct. Et tu n'ignores jamais ce que te dit ton intuition, même si tous les écrans du monde disent le contraire. » 6 mois plus tard, Claire sauva à son tour une vie en détectant les signes précoces d'un AVC chez un patient que tout le monde pensait simplement confus. Elle avait appris la leçon de Sarah. L'impact de cette nuit s'étendait bien au-delà de la chambre 314. Emma Rousseau, de retour à sa vie normale, raconta son histoire à son entourage. Pas pour dramatiser, mais pour rappeler l'importance de faire confiance aux professionnels de santé et de ne jamais minimiser les symptômes. « Si cette infirmière ne m'avait pas écouté respirer, disait-elle souvent, je ne sais pas ce qui se serait passé. » Marc, son mari, prit l'habitude d'emmener des chocolats aux équipes de l'hôpital à chaque anniversaire de l'incident. Pas seulement à Sarah, mais à toute l'équipe, parce qu'il avait compris que sauver une vie était un travail d'équipe. Les enfants d'Emma, Léa et Thomas, grandissaient avec l'histoire de l'infirmière héroïne qui avait sauvé leur maman. Quand Léa eut 10 ans, elle annonça qu'elle voulait devenir infirmière comme Sarah. Sarah l'apprit par hasard, lors d'une visite de Emma à l'hôpital pour un contrôle de routine 1 an plus tard. « Elle parle de vous tout le temps, dit Emma. Vous êtes son héroïne. » Sarah sourit. Dites-lui qu'être infirmière, c'est écouter avec son cœur autant qu'avec ses oreilles. Ce que Sarah ne savait pas, c'est que son exemple avait créé une petite révolution silencieuse dans l'hôpital. Les médecins commençaient à demander plus souvent l'avis des infirmières expérimentées. Les protocoles furent légèrement modifiés pour inclure une évaluation intuitive en plus des paramètres techniques. Le docteur Lemaire proposa même que l'histoire de Sarah soit incluse dans la formation des nouveaux médecins, comme exemple d'observation clinique exceptionnelle. « Nous formons les médecins à utiliser la technologie », expliqua-t-il lors d'une conférence médicale. Mais nous devons aussi leur apprendre à faire confiance à l'expérience humaine et à collaborer avec les professionnels qui passent le plus de temps auprès des patients. Sarah assista à cette conférence, invitée comme experte en observation clinique. Elle était mal à l'aise avec ce titre, mais elle comprenait l'importance du message. « Je ne suis pas une experte, dit-elle lors de son intervention. Je suis juste quelqu'un qui écoute. 15 ans m'ont appris que les patients nous disent toujours ce qui ne va pas. Parfois avec des mots, parfois avec leur respiration, parfois avec un regard. Notre travail, c'est d'entendre ce qu'ils nous disent. » Dans l'audience, de jeunes médecins et infirmières prenaient des notes. L'histoire d'Emma Rousseau était devenue un cas d'école, mais surtout un rappel de l'importance de l'humain dans la médecine. 2 ans après l'incident, Sarah reçut une invitation inattendue. L'école d'infirmières de Paris voulait qu'elle intervienne lors de la cérémonie de remise des diplômes. « Votre histoire illustre parfaitement ce que nous essayons d'enseigner à nos étudiantes », lui expliqua la directrice, que la technologie est un outil, mais que l'observation humaine reste irremplaçable. Sarah accepta, mais à une condition qu'on ne présente pas son histoire comme exceptionnelle, mais comme un exemple de ce que chaque infirmière pouvait accomplir avec de l'attention et de l'expérience. Le jour de la cérémonie, face à 200 nouvelles diplômées, Sarah raconta l'histoire d'Emma.
Mais elle insista sur un point, ce que j'ai fait cette nuit-là, n'importe laquelle d'entre vous peut le faire. Il suffit d'écouter vraiment, de faire confiance à votre formation et de ne jamais ignorer ce que votre instinct vous dit. Dans l'audience, Emma Rousseau était présente. Elle avait voulu insister à cette conférence avec Léa, maintenant âgée de 8 ans, qui regardait Sarah avec des yeux brillants d'admiration. Après la conférence, mère et fille s'approchèrent de Sarah. Léa a quelque chose à vous dire, dit Emma. La petite fille, timide mais déterminée, regarda Sarah et dit « Quand je serai grande, je veux écouter les gens respirer comme vous. » Sarah s'agenouilla pour être à la hauteur de Léa. « Et moi, je suis sûre que tu seras une excellente infirmière. Parce que tu as déjà le plus important, tu veux aider les gens. » Cette conversation marqua Sarah plus que toutes les reconnaissances officielles qu'elle avait reçues. Savoir qu'elle avait inspiré une nouvelle génération de soignants lui donnait le sentiment d'avoir accompli quelque chose de vraiment important. Mais Sarah ne changea jamais sa routine. Elle continuait ses gardes de nuit, ses rondes attentives, son écoute patiente, parce que pour elle, sauver une vie n'était pas un événement extraordinaire, c'était la responsabilité quotidienne de chaque soignant. Et dans la chambre 314, maintenant occupée par d'autres patients, une petite plaque discrète rappelait à tous les soignants l'observation attentive sauve des vies. En mémoire de l'excellence en soins infirmiers, Sarah découvrit cette plaque par hasard 6 mois après sa pause. Elle sourit en la lisant, puis continua sa ronde. Il y avait toujours des patients à écouter, des respirations à surveiller, des vies à protéger, car parfois, être un héros ne demande rien d'autre que de faire son travail avec attention, compassion et cette intuition que seule l'expérience peut développer. Aujourd'hui encore, Sarah Martinez continue de travailler à l'hôpital Saint-Michel. Elle forme les jeunes infirmières, partage son expérience et continue d'écouter attentivement chaque patient, parce qu'elle sait qu'à tout moment, une respiration légèrement différente peut être le signe qu'une vie a besoin d'être sauvée. Et quelque part dans Paris, Emma Rousseau élève ses enfants en leur rappelant régulièrement l'importance de faire confiance aux professionnels de santé et de toujours dire quand quelque chose ne va pas, même si ça semble minimal. Car, parfois, ce qui semble minimal peut être vital. Et parfois, la différence entre la vie et la mort réside dans l'attention de quelqu'un qui prend le temps d'écouter vraiment. Alors maintenant, je vous demande, avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme Sarah? Un professionnel de la santé qui a fait confiance à son instinct quand tout le monde disait le contraire? Un soignant qui a pris le temps de vraiment écouter? Partagez leur histoire dans les commentaires, dites-nous comment ils ont fait la différence dans votre vie ou celle de vos proches. Parce qu'aux histoires humaines, nous croyons que les vrais héros ne portent pas de cape, ils portent des blouses, travaillent la nuit et sauvent des vies en prêtant attention aux détails que d'autres pourraient ignorer. Merci de regarder. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et partagez. Aidez-nous à honorer ceux qui sauvent des vies silencieusement, une respiration à la fois, une observation à la fois, une intuition à la fois. Et la prochaine fois que vous êtes dans un hôpital, rappelez-vous que derrière chaque machine, il y a des gens comme Sarah qui veillent, qui écoutent et qui refusent de laisser passer le moindre détail qui pourrait sauver une vie. Car l'héroïsme, parfois,